C'est un réel plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information et d'info au soir. Bienvenue et voici les titres. 4 décembre 1958, 4 décembre 2018, 60 ans déjà que la République du Dahomey a été proclamée. La rédaction de Eden TV s'en souvient. Que retenir de ce jour mémorable de l'histoire de notre pays? Élément de réponse dans ce journal. L'école primaire publique EPP Zekanmen de Golo-Djigbe est confrontée à un problème de manque d'enseignants. Comment les élèves font-ils face à une telle situation en pleine année scolaire? Vous en saurez davantage dans ce journal. En France, Édouard Philippe annonce qu'il suspend pour 6 mois la hausse de la fiscalité sur les carburants après plusieurs semaines de manifestations des Gilets jaunes. Voilà pour le sommaire. Merci donc à toutes et à tous pour votre fidélité. C'est par ce devoir de mémoire que nous ouvrons ce point de l'actualité. 4 décembre 1958, 4 décembre 2018, 60 ans déjà que la République du Dahomey a été proclamée. La rédaction de Eden TV s'en souvient. Que retenir de ce jour mémorable de l'histoire de notre pays? La réponse dans ce reportage de Fréjus Serlan. Entre 1946 et 1960, le Dahomey connaît une floraison de partis politiques. Souroumiga Apiti, député maire de Porte-Nouveau, Justin Aromandegbe ou Émile Derlin-Henri Zinsou s'imposent comme les figures dominantes de la vie politique locale en vue de l'autonomie ou de l'indépendance du Dahomey. De Gaulle décide donc de trancher dans le vif. Il organise le pouvoir en France, le pouvoir français, et en profite pour se dire quelle sera la part du peuple, des peuples africains d'Afrique noire. Ce qui va le conduire à réorganiser le pouvoir colonial, c'est le référendum gaulliste du 28 septembre 1958. Le Dahomey, alors État de l'Union française, vote oui au référendum du 28 septembre 1958 et devient un État de la communauté française. En 1958, le 4 décembre 1958, nous est créée la République du Dahomey. Souroumiga Apiti devient président du conseil de gouvernement. Il bénéficie d'une très large majorité avec le Parti progressiste dahoméen PPD, fondé en 1958 et rassemblant le Parti républicain du Dahomey PRD et d'anciens membres de l'Union démocratique UDD. La nouvelle République du Dahomey est d'abord tentée de s'allier au Sénégal, au Soudan français et à la Haute-Volta au sein de la Fédération du Mali. Désapprouvé par la France, ce projet échoue. Le 17 janvier 1959, la création de la Fédération du Mali, à laquelle participent les parlementaires du PPD, provoque son éclatement. Maga et Apiti s'opposent au projet de la Fédération et reconstituent leurs partis respectifs, le RDD et le PRD. C'est donc en ordre dispersé que se déroulent les élections à la première Assemblée nationale dahoméenne, les 2 et 23 avril 1959. L'entre-deux-tours est marqué par la démission de leur poste ministériel d'Alessandra Dandé, de Louis Ignacio Pinto et d'Émile Derlin-Zinsou qui entendent montrer leur attachement à la fédération. Mais aucun parti n'obtient la majorité à l'issue des élections qui donnent 28 sièges au PRD, 22 au RDD et 20 à l'UDD-RDA. Un gouvernement d'union nationale est donc formé avec Souroumiga Apiti à sa tête. Le 21 mai 1959, Apiti démissionne. Avec le soutien des élus de l'UDD-RDA, Hubert Maga le remplace. Sans majorité, Maga parvient tant bien que mal à se maintenir. L'élection à la présidence de la République du Dahomey entraîne la formation du Parti des nationalistes du Dahomey, PND, qui regroupe le PPD de Zinsou et le PRD d'Apiti. Mais soucieux de barrer la route au PPD, l'UDD-RDA soutient la candidature d'Hubert Maga qui est élu premier président du Dahomey le 26 juillet 1960 et proclame l'indépendance du pays le 1er août de cette même année en présence de Louis Jacquinot qui représente la France. La classe politique fait voter donc le oui. La jeunesse africaine était pour le non. La Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, l'Union générale des étudiants d'Afrique occidentale à Dakar, l'Union générale des étudiants et élèves dahoméens à Cotonou, prônait le non au référendum et la volonté d'aller à l'indépendance. De Gaulle se dit, si je ne me mets pas dans le mouvement, c'est la classe politique qui va être détruite.
Et à partir de ce moment-là, c'est nous qui perdons, puisque nous serons contraints à aller à l'indépendance. Après être devenu une république le 4 décembre 1958, puis indépendant le 1er août 1960, le Dahomey obtint, le 22 septembre, son siège à l'Organisation des Nations Unies. Sa première constitution était approuvée par l'Assemblée constituante le 25 novembre 1960. Le Bénin accueille depuis ce 28 novembre et ce jusqu'au 5 décembre de grandes rencontres. Il s'agit de la 52e session de l'Assemblée parlementaire ACP et de la 36e session de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE. Afrique, Caraïbes, Pacifique, Union européenne. Cette dernière a été ouverte ce lundi 3 décembre à Cotonou en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Horacia Djodji et Romari Devoshi pour le compte rendu. La 36e session de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE s'ouvre au moment où se déroulent à Bruxelles les négociations du nouvel accord de partenariat ACP-UE qui doivent succéder à l'accord de Cotonou signé le 23 juin 2000. Au cours de cette rencontre de Cotonou, les parlementaires réfléchiront à de nouvelles stratégies pour la consolidation de la paix et la sécurité dans le monde. Votre présence ici à Cotonou, en si grand nombre, confirme notre commune volonté de nous investir dans ces négociations pour une coopération fructueuse avec nos partenaires européens après 2020 pour le bien-être de nos populations. Chers collègues parlementaires, si nous sommes en droit de nous féliciter de la volonté de nos deux parties, ACP et UE, de poursuivre la coopération qui nous lie après 2020, il nous faut aussi reconnaître que de nombreux efforts restent encore à consentir pour que la paix, la sécurité, la stabilité et la démocratie, gage d'un développement durable, deviennent une réalité irréversible dans nos pays. La cybercriminalité, la lutte contre le terrorisme au Sahel, les changements climatiques et le nouvel accord prévu pour 2020 seront au cœur de ces 3 jours que vont durer les échanges. Ma conviction profonde est que nous devons nous attaquer aux racines profondes du terrorisme et de la radicalisation. Le terrorisme est la conséquence d'interactions entre les facteurs politiques, sécuritaires, économiques, sociaux et environnementaux. Il est lié à la pauvreté, à un faible niveau de gouvernance, à la corruption et au sous-développement. C'est la raison pour laquelle il nous faut adopter une approche plus globale, combinant la gestion et la prévention des crises, le développement économique, le renforcement des capacités des institutions et des efforts de développement et de lutte contre la pauvreté. Procédant à l'ouverture des travaux, le président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon, a exhorté les participants à plus de réalisme et d'innovation pour faire face aux défis qui attendent la coopération. La coopération ACP, ACP-UE semble manquer de contenu de plus en plus. Je voudrais solennellement prier les uns et les autres de ne pas simplement dénoncer le populisme, dénoncer les reculs des grands de ce monde par rapport aux problèmes climatiques. Il faut plutôt en prendre acte et voir dans quelle mesure agir pour inverser cette nouvelle tendance. Madame, Monsieur le Co-président. Malgré nos cris, nous constatons chaque année que les peuples élisent à leur tête, et ils ont le droit, des populistes. Notre rôle n'est pas de dénoncer les peuples. Ce n'est pas de dénoncer le choix des peuples. C'est de comprendre qu'est-ce qui amène au populisme. Plusieurs résolutions seront adoptées par les parlementaires à l'issue de cette rencontre. Il s'agit entre autres de la résolution sur la cybercriminalité, le trafic des stupéfiants et celle relative au développement des petites et moyennes entreprises.
Un reportage de Horacia Djodji et de Romaric Devauchy. Je l'annonçais en titre, l'école primaire publique EPP Zekanmen de Golodjigbe est confrontée à un sérieux problème de manque d'enseignants. Comment les élèves font-ils face à une telle situation en pleine année scolaire et quelles solutions palliatives a-t-on trouvé aux élèves? C'est un reportage de Martin Koudenoupo. Le vendredi 2 novembre 2018, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, s'évertuait à présenter l'état de l'école béninoise à la presse. Parmi les problèmes dénoncés à cette date, figurait le manque créa d'enseignants. Un tour sur le terrain nous a permis de toucher du doigt cette réalité. Ici, nous sommes à l'école primaire publique AEB de Golo-Zekanmen, dans l'arrondissement de Golodjigbe, commune d'Abomey-Calavi. Nous n'avons pas le nombre d'enseignants qu'il faut pour notre école. Je prends le groupe A que je dirige. Nous devons être 6 sur 6. Et depuis près de 4 ans, on se retrouve à 4 sur 6. Et vous prenez le groupe B, c'est une école à 6 classes. Mais il n'y a que 2 enseignants pour les 6. Donc au total, on devait avoir dans notre école 12 enseignants pour le complexe. C'est un complexe A et B. Mais il s'est fait que c'est la moitié que nous avons. Donc nous sommes 6 sur 12. Face à cette situation, les directeurs des 2 groupes de cette école ont trouvé une parade pour permettre à tous les écoliers d'avoir un enseignant. Et au début de l'année, nous avons commencé chacun par diriger son école. Mais on s'est dit que la tâche ne serait pas aussi facile. Et on a décidé de fusionner. Donc on a le maître qui garde le CI, garde le CIA et le CIB. Celui qui garde le CP, garde le CPA et le CPB, ainsi de suite jusqu'au CM2. Voilà comment nous avons réfléchi pour pallier à ce manque criard d'enseignants dans nos écoles. Une solution de fortune qui, en voulant régler un problème, en crée un autre, puisque désormais, les enseignants sont confrontés à une situation de sureffectif des classes avec ses corollaires. Les enseignants en appellent à des mesures urgentes et concrètes. C'est de tout faire pour qu'on ait le personnel en grand nombre, pour que tous les enfants du Bénin puissent bénéficier de ce droit-là, qui est un droit constitutionnel. C'est mon souhait. Un souhait qui pourrait se concrétiser en 2019 avec le budget du ministère des enseignements maternels et primaires qui passe de 106 à plus de 114 milliards de francs CFA. Vous venez donc de suivre un reportage de Martin Koudenoupo, dit par Fréjus Seroulan. Dans un autre registre difficile pour les usagers de la mairie d'Abomey-Calavi d'avoir accès à l'institution. Aucune entrée n'est prévue pour bifurquer de l'autoroute pour la mairie. Les citoyens, une fois devant l'institution, sont alors obligés de parcourir plusieurs autres kilomètres pour contourner les carrefours et accéder à la piste cyclable afin d'entrer à la mairie. Les autorités avaient alors trouvé une solution en érigeant de géants d'Odane qui permettaient aux citoyens d'accéder directement à la municipalité. Mais ces dispositifs, j'allais dire, pour contraindre les usagers de la route à ralentir, ont été récemment détruits avec des conséquences sur la voie qui se dégrade de jour en jour, rendant à nouveau l'accès difficile à la mairie. Les citoyens s'en désolent, quelques-uns se sont prononcés. J'ai vu ma voiture au moins à 2 km d'ici. Il n'y a pas la voie passée. Moi je sais pourquoi ils sont fermés. C'est très gauche. On vient avec la voiture, on ne sait même pas où il faut garer. On veut garer à 2 km d'ici pour faire marcher à pied pour arriver ici. C'est pas normal. J'arrive à poser la question à savoir mais pourquoi ils ont fermé. Ils ont dit que ah bon, il y a ça. En tout cas, je ne sais pas comprendre. Nous, notre préoccupation, il faut qu'ils ouvrent le chemin là. La voie là, quand on vient de Cotonou, on passe là, on rentre. On vient de Calavi, on passe là, on rentre. Donc il faut que ça doit être comme ça. C'est trop vilain. Moi, je ne peux pas garer ma voiture comme ça. Je préfère de rentrer dans le trottoir, derrière là-bas, pour garer tranquillement. Là, si le camion Titan vient maintenant, il ramasse la voiture, maintenant c'est grave. C'est une perte pour le client. Alors qu'on est venu pour la mairie, il n'y a pas un chemin par où il faut rentrer à la mairie. Tu vois que c'est vraiment gauche. Ils ont fait là, ce n'est pas bon. Comme ils sont cassés, ils ont fermé, ce n'est pas bon. Il vaut mieux d'ouvrir le chemin pour les clients. Même les engins c'est aussi, c'est des problèmes pour tourner. C'est tout le monde qui a des problèmes. Avant de rentrer à la mairie, c'est des difficultés qu'on a. C'est pas normal. Aujourd'hui, justement, moi je suis venu à la mairie
L'accès à la mairie aujourd'hui est vraiment difficile. Il faut contourner et il n'y a même pas de voie, il n'y a rien. Donc ce qui est fait n'est pas du tout normal. L'acte n'est pas du tout bon parce que ça peut causer des accidents. Avant au moins on avait accès et on pouvait autrement garer autrement. Donc on ne sait pas à quel dessein la mairie ou l'autorité qui s'en charge de la voie l'a fait. Mais nous déplorons quand même, puisqu'il n'y a aucun panneau de signalisation, on n'a aucune indication et tout est là, chacun se débrouille. À mon respecté maire Bada, avec son administration, de quel qu'en soit Alpha, de nous préciser ce pourquoi la voie a été d'une manière ou d'une autre dégradée ici sans explication. Avant l'interaktualité, retenez que la communauté internationale a célébré, vous le savez déjà, le 1er décembre, la journée mondiale de la lutte contre le VIH-Sida. Mais au-delà de cette journée, c'est tout le mois de décembre qui est dédié à la sensibilisation des peuples sur cette affection. Que pensent alors les citoyens béninois du VIH-Sida? Élément de réponse à travers ces propos. En 7 ans, nous constatons que le taux est en train de chuter, les atteints, ceux qui sont atteints du VIH-Sida, le nombre diminue. Le gouvernement doit porter aussi la sensibilisation dans nos collèges, que ce soit public et privé, dans nos écoles, même dans les zones reculées. Il doit porter la sensibilisation, doit aller dans ces zones reculées pour que les élèves, quel que soit du sexe masculin ou féminin, nous prenons les dispositions pour éradiquer ce mal. Moi, je trouve qu'il y a eu un peu de réduction de taux de virus. À part ça, je crois que même actuellement, il y a des atteints et comme il y a déjà des comprimés, il y a des trucs qu'ils prennent déjà pour s'assurer de leur santé et peuvent vivre en communauté comme tout être vivant. Puisque la maladie n'est pas une volonté, ça vient sans savoir. Donc je peux déjà dire qu'avec les sensibilisations qui sont faites, le taux n'est plus aussi élevé. Et étant donné que les traitements ils sont aussi rien de grave. Ce mal a diminué de taux. C'est un mal, vraiment, la presse, les organisations internationales, ils ont fait un travail impeccable sur le terrain. On n'entend même plus les échos du sida, il n'y a plus la peur et chacun se méfie. À mon avis, le VIH-Sida n'est plus répandu au Bénin comme dans le temps. Peut-être que les taux de croissance ont évolué, mais je pense que les jeunes savent plus sur ça et connaissent plus les moyens pour se préserver de cette maladie. Hors du Bénin, le candidat finaliste et ancien président Mac Ravalomanana se lance dans la campagne pour le second tour de l'élection présidentielle à Madagascar. Il a su avoir beaucoup d'expérience mais reconnaît les erreurs militaires commises lors de ses 2 mandats de président. Le second tour se jouera le 19 décembre entre Andry Rajoelina et Mac Ravalomanana, un scrutin aux allures de revanche après la crise politico-militaire sanglante de 2009. Du coup, en 2009, j'ai pensé qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut changer. Donc moi, d'abord, c'était en Afrique du Sud, dans un pays qui était bien avancé que nous, en Afrique du Sud. C'était travailler avec les gens qui font l'exploitation minière, qui font l'agriculture, les fermiers et tout ça. Beaucoup d'expérience actuellement. Parce que j'étais concentré avec le développement rural et aussi l'éducation. Et les militaires, c'est réduit la dépense militaire à l'époque. C'est les erreurs que je reconnais actuellement, c'est les militaires. Le président, il y a raisonnablement pas, mais le président sortant, il ne tenait pas compte de promesses. Il m'avait dit que, on va se mettre d'accord, si je vais gagner, vous allez me supporter, si vous allez gagner. Mais hier, il a raisonnablement peine. L'ancien président, laissez-le comme ça. Comme Ryan, comme il dit, moi, je n'ai pas
truquer ou bien je n'ai pas volé de l'argent des boîtes roses. Je ne voulais pas aussi critiquer les gens. Je ne veux pas savoir d'où vient l'argent des autres. Ils ont de l'argent, ils ont de l'argent. Mais j'ai gagné dans le deuxième tour. Ça me suffit. À l'ouverture de la COP 24 en Pologne, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, met en garde contre le réchauffement climatique, déclarant que pour beaucoup de gens, de régions, voire de pays, c'est déjà une question de vie ou de mort. Les représentants de quelques 200 pays sont réunis depuis dimanche en Pologne pour tenter, en 2 semaines, de donner vie à l'accord de Paris de 2015 qui vise à limiter le réchauffement de la planète à plus 2 degrés Celsius, idéalement plus 1,5 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Suivons ici les propos de Antonio Guterres. We are in trouble. Nous avons des ennuis. Nous avons de graves problèmes avec les changements climatiques. Le changement climatique est plus rapide que nous et nous devons rattraper notre retard avant qu'il ne soit trop tard. Pour beaucoup de gens, de régions, voire de pays, c'est déjà une question de vie ou de mort. It's already a matter of life or death. Au moment où la COP 24 s'ouvre en Pologne, des dizaines de milliers de personnes défilent pour le climat à Bruxelles. Elles se sont prononcées, elles sont au micro de l'agence France Presse. Je pense qu'il y a eu des accords à Kyoto et des accords pour la COP 21 et ces accords sont pas suivis par la majorité des pays ou pas correctement, où il n'y a pas assez d'efforts qui sont faits. Il y a quelques pays qui au niveau de la transition énergétique sont un peu plus loin comme l'Allemagne, mais la plupart des pays en Europe sont vraiment à la traîne là-dessus et il est vraiment temps de se réveiller. On trouvait que c'était important de venir en famille avec les enfants puisque c'est eux finalement que ça concerne aussi. Et le futur c'est eux, donc voilà, il faut s'attaquer à ces problèmes-là maintenant. Justement, les jeunes générations, elles sont hyper présentes aujourd'hui et je pense qu'on est de plus en plus éduqués pour réagir par rapport à la situation actuelle. Eh bien, je vous l'annonçais en titre, Édouard Philippe, Premier ministre français, a annoncé qu'il suspend pour 6 mois la hausse de la fiscalité sur les carburants. Le Premier ministre s'est exprimé lors d'une allocution télévisée pour tenter de sortir de la crise des gilets jaunes. Suivez. Après avoir entendu cette demande exprimée par à peu près tous les interlocuteurs que j'ai rencontrés au cours des consultations de ces derniers jours, je suspends pour une durée de 6 mois ces mesures fiscales. Elles ne s'appliqueront pas avant d'être débattues par toutes les parties prenantes. Nous voulons, dans ce laps de temps, identifier et mettre en œuvre des mesures d'accompagnement justes et efficaces. Voilà qui est dit, toujours en France, le ministre de l'Intérieur s'est également exprimé pour Christophe Castaner. Ceux qui s'en sont pris samedi à Paris aux pompiers venus éteindre les incendies qui ont éclaté lors de la mobilisation des Gilets jaunes sont une honte pour la République. Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé lors d'un déplacement à la Cité des Sciences et de l'Industrie de la Vignette à l'occasion, bien sûr, de la Sainte-Barbe, patronne des sapeurs-pompiers. Chaque fois que vous êtes intervenu pour éteindre un incendie, vous étiez attaqué et nos forces de sécurité vous ont accompagné. Ces femmes et ces hommes qui ont utilisé ces moyens sont condamnables et je veillerai à ce que systématiquement ils soient condamnés. Ils sont une honte de la République. Nous vous avons présenté cette édition, elle s'achève ici. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes en compagnie de votre télévision EDEN TV.